je me suis rendu compte tout de suite après avoir arrêté d'enregistrer que je voulais vous dire autre chose. Je l'avais annoncé dans mon vidéo sur la théorie que je vous parlerais de la page suivante. Quand on aurait fait l'exemple 16, justement, qui est la meilleure expression. Ici, je parle d'un choix d'axe. Donc, on peut définir différents axes de rotation, puis c'est quelque chose dont on a parlé quand on a parlé de roulement. Donc, le roulement, je vous rappelle, j'avais dit que ça pouvait être juste une rotation sur place à laquelle on ajoute exactement la bonne vitesse de translation et là, on obtient le roulement. J'avais aussi mentionné qu'on peut remarquer que le point de contact, quand il est exactement en contact, il est absolument immobile. Juste à l'instant où il fait le contact, lui, il ne bouge plus. Donc, il peut servir d'un centre de rotation, d'un axe de rotation, sauf qu'à chaque seconde, il faut se définir un nouvel axe de rotation. On aurait pu tout à fait faire notre numéro de l'exemple 16 en utilisant ça ici comme axe de rotation. Tant qu'à moi, ça aurait amené plus de complications qu'autre chose, mais il y a moyen de préférer cette démarche-là. Ça dépend comment vous y réfléchissez. Donc, ça aurait modifié, en fait, le moment d'inertie qui n'aurait plus pu être celui simplement d'un disque ou d'une sphère, si on faisait la version avec énergie, qui tourne autour de son centre de masse, parce qu'il aurait fallu que ça tourne autour du point de contact. Donc, pour ça, il aurait fallu utiliser le théorème des axes parallèles. Et chacun de nos moments de force, il aurait fallu les regarder par rapport à l'axe de rotation qui aurait été ici. Dans le cas de la normale, ça n'aurait rien changé. On aurait eu un R de 0. Le frottement aussi serait rendu avec un R de 0. Puis, c'est le poids, finalement, qui aurait eu une distance R, puis un angle qui n'aurait pas été nul. On fait un sinus qui n'aurait pas été nul à cause de l'angle. Qui aurait créé le moment de force pour créer la rotation. C'est un peu une manière logique de le voir. On peut avoir l'impression de dire, OK, je vais fixer ce point-là, puis à ce moment-là, le poids va venir faire tomber l'objet vers le bas du pince-nez et il va se mettre à rouler comme ça. Fait que ça peut être un petit peu intuitif de ce côté-là, plutôt que d'avoir besoin de faire référence au frottement pour engendrer la rotation. Par contre, au niveau des calculs, entre autres à cause du moment d'inertie, c'est vraiment plus simple d'y aller avec mon axe de rotation et passe via le centre de masse de mon objet, donc le centre de mon objet. Puis, j'adapte mes moments de force par rapport à ça. Les deux méthodes devraient donner exactement la même extraction, vont donner la même extraction si tout est fait correctement, sauf qu'il faut bien tenir compte des modifications dans l'un comme dans l'autre. Donc, à la page suivante, j'ai des petits conseils par rapport à ça. Donc, quel genre de situation devrait vous amener à faire quel choix parce que c'est plus facile et quelques exemples. Donc, si j'ai un axe qui est fixe en direction mais qui se déplace avec l'objet, c'est le cas d'un roulement. Mon axe est fixe en direction, il reste toujours rentrant ou sortant par rapport à mon écran, mais il se déplace avec l'objet. À ce moment-là, je vais vous considérer de tout calculer par rapport au centre de masse. Utiliser le centre de masse comme point où on a l'axe de rotation. Mon exemple, c'était le cylindre, ça aurait pu être la sphère qui roule en descendant un plan incliné ou n'importe quel roulement en fait. Et la Terre qui tourne autour du Soleil, par exemple, en tournant sur elle-même. Donc, la Terre emporte son propre axe de rotation dans son mouvement autour du Soleil. Ce pas des axes qui sont exactement parallèles, que ça peut devenir plus mélangeant qu'autre chose. On ne fera pas ça vraiment comme exemple, mais ce serait une idée générale à vous donner. Par contre, si on a un axe en direction, un axe qui est fixe en direction, mais qui reste immobile alors que l'objet tourne, ça va être facile de considérer ça par rapport à cet axe, à ce point immobile-là, comme centre de rotation. Le seul exemple qu'on avait eu, c'est la tige qui pivotait par rapport à une de ses extrémités fixes. Donc, c'était mon exemple 11. Donc, vu que ce point-là restait fixe, c'était beaucoup plus facile rendu là de l'utiliser lui comme centre de rotation. Par contre, c'est vrai qu'on aurait pu techniquement s'arranger pour définir la rotation autour du centre de masse, utiliser le moment d'inertie autour du centre de masse au lieu du 1 tiers, ça aurait été le 1/12e, si vous allez fouiller dans vos notes de cours.
Ça valait pas vraiment la peine ici. Quand on a un point fixe, complètement fixe, qui n'est pas entraîné avec le mouvement, c'est vraiment plus facile de l'utiliser lui comme centre de rotation. Par contre, si le point se fait entraîner avec le mouvement, ça va devenir plus facile de juste rester par rapport au centre de masse. Voilà pour le petit ajout pour l'exemple 16.